Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Résistance et quête des libertés à Cuba. Racines du présent. Collection dirigée par François Manga Akoa. En cette période où le phénomène de la mondialisation conjugué au développement exponentiel des nouvelles technologies de l'information et de la communication contracte l'espace et le temps, les peuples, jadis éloignés, se côtoient, communiquent et collaborent aujourd'hui plus que jamais. Le désir de se connaître et de communiquer les pousse à la découverte mutuelle, à la quête et à l'interrogation de leur mémoire, histoire et culture respectives. Les générations, en se succédant, veulent s'enraciner pour mieux s'ouvrir dans une posture proleptique faite de dialogues féconds et exigeants. La collection Racines du présent propose des études et des monographies relatives à l'histoire, à la culture et à l'anthropologie des différents peuples d'hier et d'aujourd'hui pour contribuer à l'éveil d'une conscience mondiale réellement en contexte. Déjà paru. Mandat TCHBW à Antoine, les rencontres fondatrices à Cuba, 2012. Mandat TCHBW à Antoine, aux sources du jazz noir, 2012. Ange Diawara, Jean-Baptiste Ikaokao, Jean-Claude Beakalkaolo, Jean-Pierre Oluka, Autocritique du M22 2011. Roche Christian, 50 ans d'indépendance dans les anciennes possessions françaises d'Afrique noire 2011. Chatin Jean, EPANY à Augusta, MOUTOUDOU Albert, Cameroun, l'indépendance piégée. De la lutte de la libération à la lutte contre le néocolonialisme, 2011. LABURTHETOLR à Philippe, Les Seigneurs de la Forêt, 2009. Morgan Kurtfon, à travers le Cameroun du sud au nord, 2 volumes, 2009. Fotso DJEMO Jean-Baptiste, Le regard de l'autre. Médecine traditionnelle africaine, 2009. Antoine Mandat Chebois. Résistance et quête des libertés à Cuba. Copyright L'Harmattan 2012. 5 à 7, rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 2 296 56 304 9. EAN 9 782 296 563 049. Du même auteur. A. Ouvrage paru. Terre de la chanson, la musique zaïroise hier et aujourd'hui, Louvain-la-Neuve, du Culot Afrique Editions, 1996 336 p. À l'origine d'une ville, la musique, Innegone folle, Yoka Limudaba, Françoise Morimont, les photographies de Kinshasa, Paris, Revue Noire Editions, 2001 123 p. Musiques africaines, nouveaux enjeux, nouveaux défis, Paris, Editions UNESCO 2005 110 p. African Music, New Challenge, New Vocation, Paris UNESCO Publishing, 2005 100 p. B. Ouvrage à paraître. Sur les berges du Congo on danse la rumba, 340 p. L'Afrique en musique, tome 1, rapport au sacré, à la divinité et à la nature. L'Afrique en musique, tome 2, l'art griotique mandingue, les musiques et polyphonies australes. L'Afrique en musique, tome 3. Panorama des instruments de musique du patrimoine africain, 240 p. L'Afrique en musique, tome 4, contexte historique et urbain. Chanter et danser l'Afrique. Entre modernité et tradition. Les musiques africaines et la mondialisation de l'espace marchand. Esclavage et musique aux Antilles. L'affirmation par la force de l'imaginaire, 520 p. Les droits de l'homme, la traite et l'esclave des nègres, pré- et post-médiéval. Préjugés et déni d'humanité. Les musiques de la diaspora noire, 350 p. La ville des dieux, 120 p. Dans les sillons de la mémoire, 298 pages. Esclavage, mythologie, guerre de libération à Cuba du XVe au XXe siècle, tome 1. Esclavage, mythologie, musique et danse créole à Cuba du XVe au XXe siècle, tome 3. Sur la trace du héros. Plaidoyer pour l'érection d'un mémorial voué à la traite négrière, à l'esclavage et aux héros afro-caribéo-américains. Kinshasa, chaire UNESCO de l'Université de Kinshasa, 2010,
310 pages, avec le professeur Dr A.S. Mungala, 310 pages. Aux sources du jazz noir. De Congo plein à Léopoldville, 320 p. Travaux académiques. Violence coloniale et droits de l'homme dans les petites Antilles françaises, 15e et 19e siècle. Quête de la paix et restauration ontologique de l'esclave à travers la dialectique de la violence coloniale face aux droits de l'homme, mémoire de DEA, Kinshasa, Chaire UNESCO, Université de Kinshasa, 2005, 250 p. Les apports de l'imaginaire dans la conquête des droits humains, de l'harmonie sociale et de la liberté. Le cas des esclaves bantous de Cuba sous la colonisation espagnole, du XVe au XXe siècle. Une quête inachevée de la paix. Thèse de doctorat en droits de l'homme, Kinshasa, Chaire UNESCO, Université de Kinshasa, Chaire 845 p. Dédicace. À leurs excellences. Eduardo dos Santos, Angola. Joseph Kabila Kabange, RD Congo. Denis Sassou Nguesso, Congo. Ali Bongo Ondimba, Gabon. Et Fidel Castro, Cuba. Raúl Castro, Cuba. Pour que par-delà les siècles, à jamais ne s'éteigne la flamme filiative entre l'espace culturel Congo et Cuba. Remerciements. Je voudrais adresser ici mes vifs remerciements à son éminence Monseigneur Tarcisse Tshibangou Tshishikou et au professeur Machako Mamba Bernard dont la présence généreuse à nos côtés a été un moment décisif qui a permis l'aboutissement heureux, au plan académique, de l'entreprise intellectuelle qui a donné naissance au présent ouvrage. La même dette je la dois à bien d'autres personnes physiques et morales, au nombre desquelles les encadreurs scientifiques de la chaire UNESCO de l'Université de Kinshasa, ladite chaire elle-même et son excellent titulaire le professeur émérite Mungala Asindi Anissé, ainsi que les condisciples des différentes promotions. Je pense ici particulièrement aux éminents professeurs Bonjeli Yeiklo Yaato, Kitima Kasendwe, Yokali Mudaba, Mbolo Kala Mbuli, Kambe Bwachia, Mankondo Idrissa, Nkanga Kalemba Vita, Labana Lanceabar. De même, je voudrais redire toute ma gratitude à mes frères et sœurs Mwaka Ndombe Justine, Afoto Elenga Jean, Sempatrick Sulubika Machembela, Marceline Cholo, et j'en oublie. Chacun d'eux sait combien il me tarde de leur témoigner ma reconnaissance infinie. Épigraphe. Pour liquider les peuples, disait Ibl, on commence par leur enlever la mémoire. On détruit leurs livres, leur culture. Et quelqu'un d'autre leur écrit d'autres livres, leur donne une autre culture et leur invente une autre histoire. Ensuite le peuple commence lentement à oublier ce qu'il est, et ce qu'il était. Le monde autour de lui l'oublie encore plus vite. Et la langue ? Pourquoi l'enlèverait-on ? Ce ne sera plus qu'un folklore qui mourra tôt ou tard de mort naturelle. Milan Kundera. La persistance et l'ampleur actuelle des violations des droits de l'homme ont sans aucun doute un lien avec le silence et l'oubli dont la traite négrière fait l'objet, parce que la défense des droits de l'homme est un combat de la mémoire où les tragédies occultées non expliquées et non assumées reprennent vie et se renouvellent dans le temps et dans l'espace. Doudou Dienne. Préface. Du professeur Émile Bonjeli Yeikelo Yaato. C'est avec un plaisir renouvelé que j'assume à nouveau cette exaltante charge de préfacer ce deuxième tome du livre de Manda Tchebois, consacré à l'esclavage, aux mythologies, au marronnage et aux guerres de libération à Cuba en l'accompagnant volontiers dans son évolution diachronique. Au cœur de nouvelles préoccupations abordées ici, le lecteur est invité maintenant à suivre les efforts fournis par les créoles du Cuba en vue de l'émancipation totale de l'île de ses attaches métropolitaines. De même, apparaissent toute la détermination des combattants de la liberté dynamisés par tout le héros fondateur des différents mouvements de lutte contre, d'une part, l'esclavagisme ambiant, et d'autre part, l'oppression et les accablantes pesanteurs fiscales métropolitaines à charge des colonies espagnoles d'outre-mer. C'est en cela que ce livre résonne d'accents de marronnage et de rébellion contre l'inhumanité décrétée unilatéralement par les maîtres des plantations, et subie avec douleur, par les esclaves déterminés à s'en affranchir contre vent et marée. Cette réalité est connue de tous les opprimés de l'île, lesquels en sortant de ce long cauchemar n'ont eu qu'une pensée chargée de tant de résignation, qui apparaît quelque part comme une main tendue vers l'ancien oppresseur.
C'est dans la bouche du poète qu'une telle réalité déploie toute sa charge cathartique. La mer, la nuit et les pleurs nous unissent, autant que le sang ou la verdeur des montagnes. Le martyr n'a pu retenir l'espoir, et même si les chaînes ont provoqué des blessures, la force de la vie nous a transformés en un fleuve infini aux sensations diverses. Nos mères ont été violées, mais leurs seins ont allaité les petits semant des fleurs sur l'ignominie. Nous avons grandi, aimé et vaincu. D'aucuns plus conscients que d'autres, mais tous le fruit du même accouchement. L'amertume est restée en arrière. Les fils qui n'ont pas connu la rancune ont tous appris les chants, construit ensemble des tambours, écouté les chants d'autres qu'ils ont aussi aimés, appris des mots, remplacé des vers, fusionné leurs dieux, le tout pour façonner une nouvelle vie propre et légitime. Cuba Disco 2008. Et c'est sans rancune que les opprimés d'hier ont refermé la page de l'histoire la plus sanglante de l'île, pour faire émerger une réconciliation des cœurs et des esprits. De l'avis même de son auteur, ce livre participe d'une vision profondément humaniste. Vision qui transcende toute forme de rhétorique lacrymale, encore moins tout discours hagiographique soporifique, pour ne privilégier que la seule exigence scientifique. Car ce dont il est question ici, comme j'ai eu à l'affirmer dans le précédent tome, n'est pas un travail de simple raconteur de récits légendaires d'un peuple mélanoderme né au hasard de l'histoire dans un maelstrom de souffrance et piégé dans une insularité hermétique. Il s'agit surtout de suivre avec un regard critique le cheminement de deux des plus importantes communautés qui forment l'ethnos africain de Cuba, à savoir les Congo-Bantous et les Yoruba. Victimes d'un double traumatisme, ces peuples n'ont longtemps que trop souffert des effets haltérogènes dus à l'arrachement brutal de leur terroir premier et à l'asservissement féroce subi sur des terres inconnues, loin de leur humus matriciel respectif, selon l'heureuse expression de l'auteur. Dans une perspective cathartique, ce livre met le doigt sur la blessure de l'histoire cubaine en convoquant trois thématiques essentielles. L'univers cruel de l'esclavage en syntonie avec les tentatives obstinées de rébiologisation mémorielle des asservis, africains, la régénération des cosmogonies par la revitalisation des mythologies et gestes fondatrices des uns et des autres, créoles afro-cubains et créoles euro-cubains, les réflexes de survie développés par les créoles cubains, toutes tendances confondues, via le marronnage et les différentes guerres de libération, en vue de s'affranchir des attaches de la tutelle oppressante de la métropole espagnole. Se trouve ainsi suggérée l'histoire de grandes figures de la résistance cubaine, noires, métisses et blanches, projetées aux avant-postes d'un combat exemplaire. En ce sens, ce livre est aussi l'histoire des héros magnifiques de la résistance anti-esclavagiste et anticolonialiste. Ceux-là même qui ont su écrire avec leur sang la destinée de l'île ibérique, en affrontant d'impitoyables appareils d'État et leurs mentors sadiques, indifférents à la condition humaine. Pour que son discours soit mieux compris, l'auteur s'interdit de verser dans une sentimentalité alarmante et compassionnelle, encore moins dans une réitération lancinante de la rhétorique victimaire, parce qu'il sait en quoi une telle posture peut priver le chercheur de la distance critique nécessaire pour un travail scientifique de qualité. Guidé par des outils méthodologiques variés, doué d'une indubitable érudition dans un domaine peu étudié par les chercheurs africains, la traite négrière, l'esclavage et le chant de la créolité afro-euro-cubaine, cet essai donne accès à la découverte et à la connaissance de Cuba dans sa meilleure dimension historico-anthropologico-juridique, reconstituée ici avec plus de maîtrise. Optant pour une démarche assez particulière, fondée sur une habile métonymie anthropologique, Manda Chebois a réussi un pari décisif. Identifier et réévaluer avec une précision admirable les différentes ethnies amérindiennes, africaines et européennes qui constituent la composition sociale créole de l'île, en y apportant une plus grande clarté. En voici sans doute la plus fouillée des recherches en antériorité mémorielle de tous les créoles cubains, fruit d'un dépouillement minutieux et méthodique des folklores, référents cultuels et culturels pré- et post-déportation de chaque groupe insulaire. Ce qui permet de suivre à la trace le cheminement de chaque corps social, ainsi déterrer des ruines de la mémoire, dans la fermentation de l'âme créole insulaire, depuis sa gestation jusqu'à sa phase d'affirmation. L'intérêt que l'on tire d'une telle démarche est qu'il met le lecteur à l'abri de quelques tendances généralisantes dans la compréhension de certaines manifestations socioculturelles censées relever de tel ou tel autre groupe social créole. À cause évidemment des décalages temporels, de la complexité des métissages et du niveau quasi irréversible de dépérissement des repères mémoriels.
c'est que ces déterminismes dérivent d'une rencontre triviale entre trois univers antagoniques, l'amérindien, l'africain et l'européen, dont la collision donna naissance à un métissage avec une valeur ajoutée qu'est l'imprévisibilité. Glissant, 1996. Or, lorsque l'on observe ce phénomène dans son rapport historique, à première vue l'on peut être tenté de ne considérer que les deux déterminismes créolisants qu'avait relevé Françoise Vergès. Le premier serait de transformer ce processus de métissage ou de créolisation en vision du monde et de l'histoire apaisante et rédemptrice. Le second d'accorder une valeur essentialiste aux phénomènes interculturels. Certes, ces phénomènes ont représenté et représentent des formes de résistance à l'hégémonie et au nivellement culturel, des sources de vitalité et de créativité, 2001. Mais ces prismes à eux seuls ne suffisent pas pour saisir assurément l'ampleur, les interactions tout comme les apories qu'implique le phénomène des métissages. Venu à l'historiographie par la combinaison de la maïeutique, des ressources des droits de l'homme, de la sociologie, de la musicologie, de l'anthropologie, de l'herméneutique, de la linguistique. Manda Tcheboa a su mieux que quiconque replacer les créoles de Cuba au cœur de la cubanidad à l'aune de la nouvelle réalité de l'île en mutation. Ce dernier terme, cubanidad, à lui tout seul, tel qu'il est appliqué à l'étude des métissages intervenus à Cuba, via le phénomène de créolisation, incarne l'aboutissement d'un long processus d'intégration multiethnique. De même, il reflète la maîtrise d'un destin co-assumé avec résignation au terme d'une longue et difficile cohabitation entre des communautés, hier antagoniques, enfin disposées à partager les estimes d'une humanité commune. Embrassant les alluvions de plusieurs siècles de turbulences comme cadre temporel, ce livre s'inscrit dans une vision interprétative qui va bien au-delà d'un passé hermétiquement fermé. En impliquant concomitamment la thématique des droits de l'homme et de la culture de la paix, l'étude s'ouvre sur des questions plus contemporaines, lesquelles en transcendant l'histoire événementielle ajoutent un nouveau faisceau de lumière à notre compréhension de la nature profonde de l'homme, surtout lorsque son humanité est menacée. Sans doute faut-il voir en l'homme, plus que Manda Tcheboa a voulu nous faire voir, le seul être du règne animal capable d'entrer en dialogue avec son congénère par le biais de l'imaginaire. Et c'est là que l'on comprend Marc Ferro lorsqu'il soutient que l'imaginaire est une entrée qui aide à coup sûr à comprendre les réactions d'une société à l'expansion, à la colonisation, également à la revendication d'indépendance, 2003. Cette position, on la comprendrait encore mieux lorsque l'on se réfère aux ambitions du système colonial espagnol tel qu'instauré à Cuba, dans la mesure où pour les Espagnols, l'expansion outre-mer a été la manifestation de leur grandeur, de leur puissance, et sa fin a signifié le début de leur décadence, idée. Vu sous cet éclairage, le livre de Manda Tcheboa assure le rôle de passeur d'une geste insulaire porteuse de la bravoure d'une kyrielle de pères fondateurs de la nation cubaine, qui vont du vaillant cacique Atuay, en passant par José Martí, Maceo, Calixto jusqu'à Céspedes, dont l'action s'inscrit dans la linéarité d'une ethnojeunesse créole triomphante. Autant de héros du peuple qui ont su puiser leur force et leur inspiration dans les révoltes d'esclaves, dans leur solidarité exemplaire et dans leur insouciance des périls, pour affirmer l'unité du genre humain et son droit à un traitement plus digne. Le fil conducteur de cette quête de la liberté et de l'harmonie sociale, on le retrouvera plus loin mieux exposé en fin d'ouvrage, dans l'exégèse que l'auteur a consacrée au chant patriotique cubain, à la témérité et à l'audace qu'ils inspirent. C'est en lisant Manda Tcheboa que l'on réalise combien ce peuple musicien dans l'âme a su intérioriser de longue date l'idée selon laquelle chanter c'est prendre place à la tribune du monde, là même où trône la vérité, l'harmonie et la beauté du monde, là où la paix est intronisée reine. De même, comme le souligne encore l'auteur, il sied de noter que au-delà de l'intention plastique, au-delà de certaines audaces verbales et sémantiques, au-delà de la recherche d'une certaine plénitude esthétique, le texte de la chanson patriotique a le privilège de porter en plus une poétique libératrice dans le sens de l'épanouissement de l'âme. Une telle poétique ne peut prendre son sens véritable que quand les mots de la chanson arrivent à atteindre l'âme, à la caresser, à la chatouiller, voire à la griffer, sinon à lui donner des mots d'ordre précis et fermes, en résonance avec la force de conviction que libère la justesse, la noblesse ou la sagesse du discours chanté. C'est ici que l'on retrouve le grand art du journaliste chroniqueur de musique. Fort de son imposante acuité d'herméneute,
Il en fait usage ici selon les règles de l'art, en combinant avec dextérité l'interprétation des textes tout en leur conférant une signification plus pertinente, plus abyssale. De plus, il opère la reconstruction historique des faits de manière à en souligner l'altérité telle que visée par les auteurs des chants sous examen, autant qu'il veille à mettre en adéquation la valeur esthétique avec la compréhension immédiate du texte. Dans une distribution thématique cohérente et diversifiée, cette partie de l'étude de Manda Tchebois montre clairement en quoi, à la différence des arts plastiques, le chant est un langage puissant et évocateur, capable d'ébranler les assises d'un système oppressif si profondément enraciné dans l'inhumanité, tel l'esclavage. Pierre-Albin Martel nous l'avait déjà suggéré autrement en soutenant que le chant est un langage dont l'écriture véhicule les symboles, les tonalités, les significations. Comme dans le chant patriotique cubain, la quête de la liberté, qui est en fait un appel à la révolte contre un ordre social inique instauré par l'idéologie esclavagiste, s'affirme ici aussi comme un langage au-delà du langage, une écriture en ce qu'elle donne une expression nouvelle ou renouvelle tout ce qui fait surgir la vie au niveau des personnes, des groupes, des ensembles, idées. On y découvre une richesse sémantique bien plus édifiante qui se déploie à travers une poétique chantée, et qui laisse entrevoir une inébranlable détermination des combattants de la liberté, arrimée à une force vitale et une verve expressive douée d'une rare pugnacité. Peut-être que Manda Tchebois n'aurait-il pas eu la possibilité d'accéder à cet imaginaire de la révolte. Un imaginaire à la fois si igné et si savoureux, sabroso, s'il n'était pas lesté en plus de sa fibre de musicologue érudit. Sans aucun doute, c'est en amateur passionné de culture latine, qu'il a tenté lui-même d'affiner sa perception des choses, non pas par la seule lecture, mais aussi par de nombreux contacts directs, tant au Congo qu'à la faveur de ses multiples voyages à travers le monde, avec différents milieux culturels cubains, haïtiens, guadeloupéens, martiniquais, brésiliens, colombiens, argentins, etc. C'est en sortant de ce livre que l'on imagine comment, en homme de voyage avisé, Manda Tchebois a su non seulement écouter, mais surtout mieux restituer le produit de son écoute avec en arrière-fond ce besoin lancinant de s'enrichir au contact de l'autre, de son altérité. Cette vision est la même que celle qui gouverne, comme il nous le montre si bien, la vie associative des esclaves sous le régime des cabildos de nation. Sous sa plume, le cabildo apparaît comme le laboratoire existentiel par excellence où la mémoire de l'esclave se rébiologise selon le terme de Ngandu Nkashama, où les cosmogonies africaines retrouvent une nouvelle vie parfois alambiquée dans leur ésotérisme créole, où l'hyperbole rituelle a besoin du sang des offrandes à 2 ou 4 pattes pour mieux se vitaliser au contact du dieu de la fratrie, Shanjo, Oya, Elegba, Ochun, Yemaya, chez les Yoruba, ou de l'esprit tutélaire immanent, Sambi Apungo chez les Congos. Loin de tout voyeurisme coupable, l'auteur observe les phénomènes religieux avec tant de respect, sans forcément verser dans l'interprétation fantasque ni exotique. Ainsi la capacité de se réinventer dans la fureur de la transe chevauchante des adeptes de la regla de Hocha, ou de la regla Conga, se révèle être bien plus qu'une exigence rituelle, une manière de renaître, vivifiée par le pouvoir sacré des divinités, autre que le sujet assujetti ployant sous la servitude de la plantation. Ce en quoi le cabildo et le sacré réitèrent la même mythologie, c'est qu'ils convoquent et célèbrent les mêmes dieux d'Afrique sans pour autant chercher à détruire ou appauvrir leur sacralité originelle. Il va sans dire que c'est à cause de la perte du lien tellurique que l'on y recycle le rapport filial aux divinités tutélaires, dans l'économie du vivant et du divin. En vient-on au mythe proprement dit, qu'il faille constater combien le terme est polysémique, voire ambigu. Son origine grecque mutos renvoie à l'idée de parole, récit, refondateur. Le mythe est donc, de ce point de vue, une répétition rituelle de la cosmogonie. Reste que mythe et idéologie ont parfois en commun la force du désir, et une volonté d'affirmation collective autour d'une vision du monde relevant de l'ordre d'une coexistence partagée dans la perspective de la remise en espace de l'ancien univers paradigmatique perdu. Sous un autre éclairage, le mythe se perçoit comme un système d'idées voué à affirmer la domination d'une classe sociale donnée, marxin, ou une rhétorique tendant à expliquer ses propres convictions en se retranchant dans une illusion rassurante, Feuerbach et Althusser. Il ne reste plus qu'à entrer dans le livre de Manda Tchebois, pour mieux toucher du doigt toutes ces consonances et dissonances idéologiques à travers cette passionnante histoire de Cuba.
Car telle que rapportée ici, cette histoire-là est bien plus qu'une histoire exotique vouée à la petite île des Antilles. Elle est en plus, comme l'indique Christiane Taubira Delanon, l'histoire du monde, l'histoire de l'humanité, l'histoire de la diversité et du métissage de l'humanité, l'histoire de langues nouvelles, de cultures nouvelles, de syncrétisme religieux, c'est l'histoire du génie humain forgé dans l'adversité, c'est l'histoire d'un crime contre l'humanité. Et pourtant, il va falloir le réparer un jour. Voici un livre qui immortalise ce qui reste de la mémoire d'un peuple qui a subi la traite et l'esclavage dans sa chair et qui nous rappelle à l'existence de ceux qui continuent à subir, sous de nouvelles formes, le même traitement infamant, que seul un combat obstiné permet de recouvrer sa dignité confisquée. Émile Bongeli Yekelo Yaato. Professeur ordinaire Université de Kinshasa. Un cas du mythe arien ou chamitique. Introduction. Ce second volume de notre série d'ouvrages postdoctoraux, voués à l'esclavage, mythologie, marronnage et guerre de libération à Cuba, s'attache à étudier les contextes à la fois culturels, juridiques et politico-militaires qui ont concouru à l'émergence d'une société cubaine plus apaisée, débarrassée enfin des oripeaux de l'esclavage, du racisme et du colonialisme, ainsi que les enjeux multiples dont elle participe. Après avoir abordé les aspects liés à la quête des origines, dynamisés par les référents mémoriels de chaque groupe ethnique déporté à Cuba dans le cadre de la traite négrière, il s'agit en l'espèce de voir par quelle voie les trois protagonistes de la traite négrière et de l'esclavage impliqués dans les territoires espagnols d'outre-mer ont pu dans une ultime phase solder leur passé tumultueux. D'autant que c'est par la force des choses que les uns et les autres ont dû finalement transcender leurs préjugés respectifs, leurs récriminations, leurs différences culturelles, sociales et économiques, pour enfin bâtir ensemble un nouveau pays commun. Bien loin de la tutelle coloniale espagnole de triste mémoire. L'analyse porte avant tout sur la phase transitoire de l'histoire de l'émancipation de la société cubaine, celle qui annonce la post-colonie. Phase où les Cubains sont encore maintenus sous les pesanteurs de la dureté de la vie de la plantation, devenue depuis l'axe moteur de la vie insulaire, et dans la dynamique de leur propre mouvement culturel, déterminés davantage par leur lucidité plutôt que par la fatalité, assumant encore l'héritage de leurs ancêtres serre sur l'onde d'un souvenir évanescent. La résistance s'est organisée à la suite de trois nouvelles donnes, affichant désormais explicitement leur autonomie en posant des actes de désobéissance vis-à-vis des lois ibériques. Les Blancs des îles ont engagé de manière décisive un bras de fer avec la tutelle métropolitaine. De plus en plus à la recherche des alliés locaux, ils vont s'appuyer sur leurs propres esclaves pour faire aboutir leur combat. Pour autant, les rapports entre les maîtres et les esclaves de plantation, quant à eux, connaissent assez régulièrement des soubresauts proches des actes de rébellion, d'abord à l'échelle des plantations, puis des régions entières, et enfin globalement à la dimension de toute l'île. Il est à noter que le fait que la plantation soit un lieu où s'élabore le social avec ce que cela implique comme enjeu paritaire dans les rapports interhumains, ce fait-là a aidé à forger une âme de résistant. Résistant contre l'iniquité, la dénutrition, la délation des congénères, le fouet injuste et humiliant, la torture et ses stigmates cutanés, l'exploitation sous toutes ses formes au profit de la seule rentabilité économique des colons. Toutes ces dérives qui font qu'il soit impossible de vivre en toute cordialité et en paix, au sein d'une même humanité. Cela explique le fait que, consciente des enjeux de liberté, qui ont fini par s'imposer à chacun, la résistance du personnel était loin de se cantonner aux seuls aspects liés à l'alimentation, au linge et au repos, par exemple. Elle dépassait ce cadre strictement syndical, pour se manifester aussi à travers une opposition de plus en plus formelle aux conditions de travail en général, en particulier au changement d'intensité. C'est que, avec le temps et sous la pression lancinante des esclaves en verve, dans chaque plantation naquit une espèce de modus vivendi établi à partir de ce que le maître voulait obtenir de son personnel et ce que les esclaves eux-mêmes considéraient comme légitime de leurs droits respectifs. Leur violation dans un sens où autre constituait toujours un motif de tension et même de conflits ouverts. 3. Autre occurrence, l'ambiance révolutionnaire, insufflée particulièrement par la Révolution française, s'est étendue jusqu'ici en terre espagnole, où l'on réclamait plus ouvertement maintenant en cœur l'émancipation totale de l'île. La panique venant surtout des événements de Saint-Domingue, 1791,
et leurs cohortes d'émigration qui ont montré en quoi les esclaves noirs étaient dangereux quand ils sont unis dans leur quête de liberté autour des mêmes objectifs. Parallèlement aux mouvements insurrectionnels, les juristes ne sont pas restés les bras croisés. Inspirés par la pensée juridique française, dopés déjà par la proclamation de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 1789, à Versailles, presque partout la codification gagne les arènes judiciaires. À l'ordre du jour, l'humanisation de la gestion de l'espace social et le respect de la dignité humaine. Comme disait un juriste portoricain un peu sur le ton de la boutade, si Paris a toujours fourni les modèles des chapeaux pour les têtes de ces dames du Nouveau Monde, c'est encore elle qui maintenant fournit la matière constitutionnelle pour les têtes couronnées de nos mordus du droit. Sur le plan de la culture, précisément musicale, l'on conviendra avec Daniel Maximin que l'arrivée des instruments de musique européens dans nombre de pays de la Caraïbe, Antilles françaises, Cuba, etc., qui viennent s'agglutiner à un instrumentarium créole dont s'est doté de longue date l'esclave, marquera un tournant dans l'éveil culturel des asservis. Il importe de rappeler que c'est le maître qui fournit à l'esclave l'instrument, le trombone, l'accordéon, le violon, la trompette, qu'il doit jouer pour son service. Mais ces instruments bien codifiés dans les cultures européennes, la mazurka, polka, musique classique, vont devenir des outils de libération parce qu'ils sont porteurs en eux-mêmes d'un usage libérateur. Elles vont aussi contribuer à forger une destinée américaine aux musiques d'Europe, et cela de deux façons. La première concerne la musique arabo-andalouse. Cet air né du métissage avec des musiques venues d'Afrique du Nord va se retrouver dans les musiques de Cuba, de Saint-Domingue et des mondes hispaniques. La seconde concerne les musiques créoles francophones. Le colonisateur a servi de relais aux musiques d'Europe centrale, disons, en allant vite, à la grande musique classique portée par les créoles. On assiste donc à une médiation. Ainsi le monde créole qui est déjà un monde de métissage et de rencontres, va servir de véhicule aux musiques d'autrui. 4. Embrouissant ainsi l'espace insulaire de ces savoureux sons créoles, l'esclave vient de gagner un pari en affirmant son altérité face au paradigme culturel hégémoniste que tentait de lui imposer le modèle européen. Force est de constater ici que, vers la fin de l'esclavage, 1886, plus personne ne se fait plus d'illusions, car tout porte à croire que l'émancipation est dans l'air du temps, autant qu'elle l'est dans les airs musclés que fredonnent les créoles noirs au sein de leurs différents cabildos. Ces airs optimistes annoncent l'avènement d'une société polymétisse autonome, en fait une société plus ou moins apaisée où il n'y aura plus d'esclaves. Mais lorsqu'on analyse la situation particulière de Cuba au temps où tous ces événements se précipitent, la question de fond qu'il sied de se poser est celle-ci. Quels sont les outils psychologiques et idéologiques dont se sont servis les asservis cubains en vue de la conquête de leurs droits humains essentiels, de la liberté, de l'harmonie sociale et de la paix dans le contexte délétère qui était le leur au sortir de la colonisation espagnole ? 4 possibilités s'offrent à notre grille d'analyse, qui nous permettent d'étudier plus à fond l'état d'esprit des asservis noirs dans le contexte social de l'espace agricole cubain, qui est le fondement même du système esclavagiste mis en place par la colonisation dans le cadre du commerce triangulaire. La lutte vue sous l'angle culturel, elle-même placée sous les auspices des confréries tribales, cabildo. Le marronnage, les conspirations politiques et les luttes armées, engagées par les patriotes créoles pour l'indépendance de leur île vis-à-vis de la métropole ibérique. L'organisation judiciaire découlant de la nouvelle pensée juridique postcoloniale, gage d'une bonne harmonie sociale. Le recours à l'imaginaire, via la chanson, la musique et la danse comme moyen d'harmonisation et d'épanouissement spirituel, physique, psychologique, et également comme espace de formation et de galvanisation de la conscience patriotique. C'est donc autour de ces thèmes que s'articule notre recherche. Il nous tarde d'étudier dans un premier temps l'impact des pratiques culturelles dans la quête de l'émancipation et l'affirmation des créoles noirs de Cuba. Quitte à donner, par des sentiers épistémologiques divers, sens et cohérence à l'ensemble des questions liées aux luttes de libération et autres efforts de restauration de la dignité de tous les créoles de Cuba dans leur diversité ethnique et raciale. 2. Il importe de rappeler par exemple que, dès l'entame du XIXe siècle, les esclaves vivaient dans des propriétés où se concentraient déjà de considérables contingents humains.
Près de 68% d'entre eux habitaient alors dans des établissements sucriers de plus de 90 personnes. Vers les années 30, ce pourcentage est monté à 74% dans les cas du personnel des sucreries. Autrement dit, la norme pour une plantation de canne à sucre est une petite communauté d'environ 100 habitants ou plus, ce qui en fait un outil de colonisation de tout premier ordre. Son rôle fut décisif dans le remodelage de l'espace rural des régions entières de l'île, qu'elle structura sur des bases productives et esclavagistes. Confère. Gloria Garcia. Site page 119. 3 G. Garcia, L'esclavage de plantation, traduit de l'espagnol par El Fravalo, Cahier des Annaux de la Mémoire, numéro 8, 2005, page 112. 4 R. Foncois, Entretien avec Daniel Maximin, Musique, entre résistance culturelle et éclosion identitaire, Culture Sud, numéro 168, 2008, page 256. Première partie. La conquête de la liberté, les efforts d'humanisation et d'intégration sociale au sein d'une société multiethnique et multiraciale. L'autodétermination doit être simultanément politique et personnelle, les deux niveaux étant reliés mais non identiques. La vieille conception de la différence, qui rattache les individus à leur collectivité autonome ou souveraine, se heurtera à la résistance des individus dissidents et ambivalents. Mais à l'inverse, toute conception de la différence qui ne prendrait en compte que les dissidents se heurtera aux hommes et femmes luttant encore pour s'approprier, mettre en pratique, élaborer, réviser et transmettre une tradition religieuse ou culturelle commune. Ainsi, au moins à l'époque où nous vivons, la différence doit être doublement tolérée, au niveau personnel comme au niveau politique, avec le mélange qui ne doit pas être le même dans les deux cas de résignation, d'indifférence, de stoïcisme, de curiosité et d'enthousiasme que l'on voudra. Michael Walser Traité sur la tolérance, Paris, Nouveaux Horizons 1998. Chapitre 1. Le contexte économique et structurel de la plantation et les assignations psychologiques 5 des esclaves. On ne peut mieux comprendre les prémices des sursauts révolutionnaires des Cubains noirs si l'on évacuait d'emblée du champ de l'analyse la situation qui prévalait dans les plantations à l'aube des grands mouvements de résistance amorcés dans l'ensemble de l'île par les gens de couleur. Section 1. La situation coloniale de la plantation. Quelle est la situation de l'espace agricole au temps des faits à Cuba ? Si ce n'est une grande vitalité que l'on observe sur des vastes étendues des terres gorgées de précieuses ressources naturelles, exposées à une exploitation gracieuse assurée par une paillassanerie corvéable à merci, constituée pour l'essentiel des Noirs arrachés des différentes contrées d'Afrique. Côté démographique, rien qu'entre 1680 et 1786, ceux-ci sont estimés à environ 2,6 millions. Côté humanitaire, dès les premières années de la colonisation, les campagnes sont aménagées en immenses plantations de canne à sucre, de café, agissant comme une force centrifuge en développant des pratiques sociales étroitement associées au rapport de servitude, où le châtiment corporel et les sévices psychologiques divers montrent le degré de déshumanisation des travailleurs noirs qui y sont affectés. C'est à partir de 1790 que l'industrie du sucre, qui a envahi tout l'espace rural de l'extrême sud-est, Santiago de Cuba, Guantanamo, etc., où se concentre déjà une bonne partie de l'élément négroïde, amorce son essor. Mais la plus grande industrie se situe surtout dans la partie occidentale de l'île, où elle accueille de bonne heure une importante main-d'œuvre bozalsète. La partie centrale et orientale, jusque-là moins fournie en esclaves noirs africains quant à elle, se contente d'africaniser la culture locale, sans doute en raison de la prédominance de l'élément subsaharien en ce lieu. Et ce, jusqu'à l'arrivée massive des migrants intramarins venus des îles voisines, Jamaïque, Haïti, Curaçao, etc., à la recherche du travail saisonnier. Une étude de cette époque, rapportée par Z. Crémé Ramos, complète l'état démographique de la population rurale dans la région orientale de Cuba avec les éléments suivants. Sur 7236 esclaves, 93% étaient d'origine africaine, 39,07% d'origine créole. Au sein de ces créoles, 59,50% étaient cubains, 20,81% haïtiens, 19,68% dominicains, 3,79% jamaïcains, 1,85% carthaginois, 1,85% français,
1,25% portoricains, 1,07% venaient de Curaçao, 1,07% de Maracaibo et 0,50% étaient portugais. 8. Comme on peut le voir à travers ces statistiques, une telle agglomération d'esclaves et tout ce que cela implique comme force productive, a fini par faire de la plantation un important pôle économique, autour duquel se sont constitués des nœuds multiethniques appelant une structuration sociologique conséquente. De cette sorte, la plantation se transforma en un véritable foyer socio-économique concentrant sur un même espace tout à la fois, les familles dirigeantes et la plèbe, cette dernière constituée elle d'esclaves labourant la terre sans salaire, parfois dans une proximité conflictuelle. Stratégiquement, ce foyer s'articule ainsi autour de deux axes essentiels. L'un vise la réalisation d'un processus productif qui se renouvelle annuellement, l'autre organise le groupe humain qui y vit pour sa part de reproduction. 9. L'analyse de Carmen Bernand sur la période qui va de 1792, soit peu après le déclenchement des événements sanglants de Saint-Domingue, jusqu'autour des années 1860, année du déclin de l'économie agricole cubaine, nous indique avec une plus grande clarté le cheminement emprunté par cette forme d'exploitation agraire, ainsi que l'ambiance délétère, empreinte des révoltes à répétition d'esclaves, qui commença à empoisonner la quiétude des colons. En 1792, Cuba devint le troisième pays producteur de sucre après la Jamaïque et le Brésil. Entre 1790 et 1880, 369 000 Africains furent introduits à Cuba, malgré l'abolition de la traite par l'Angleterre en 1807 puis par l'Espagne en 1817. Les esclaves continuèrent d'affluer jusqu'en 1841. Mais les temps avaient changé, et la bourgeoisie sucrière craignait une insurrection de la population noire suivant l'exemple d'Haïti. Ces peurs étaient fondées, car depuis 1790 l'île était régulièrement secouée par de nombreuses rébellions d'esclaves, aussi bien dans les villes que dans les campagnes. Au fil des années, les révoltes des ateliers devenaient plus fréquentes que le marronnage, et en 1843, l'exécution de José Mitchell, mulâtre libre soutenu par le consul britannique, ne suffit pas à démanteler le réseau rebelle. La traite des esclaves malgré son abolition par l'Angleterre et l'Espagne, connut une dernière pointe entre 1851 et 1860, avec la venue à Cuba de 131 000 esclaves détournés du Brésil. La bourgeoisie sucrière acquit une énorme richesse grâce au travail de 720 000 esclaves arrivés à Cuba, entre 1790 et 1860. Les plantations de canne s'étendaient au détriment des terres des paysans. La culture du tabac, jadis florissante, déclina, celle du café disparut en 1860. À cette date, la canne à sucre représentait 89% de la production agricole totale, centrée dans les départements de la Havane et de Matanzas. 10. À l'analyse, il sied de constater que c'est surtout l'arrivée des nègres français, dès 1790, qui a permis notamment de revitaliser la culture de café dans les régions montagneuses des environs de Baracoa, Guantanamo, Santiago de Cuba et de la Sierra de Cristal. C'est même à partir de ce temps que Cuba s'imposera comme un grand pays agricole dont le sol tirera sa légitimité de la trilogie sucre, café, tabac. Avec le temps, de véritables compagnies agricoles commerciales vont réussir à se remettre en place avec des fortunes diverses. Certains subissant des échecs palpables à cause des armateurs véreux dont le rapport au marché européen fut parfois plus que néfaste. Cela était d'autant plus inévitable quand on sait qu'avant de revenir dans l'île, une fois qu'un navire s'en tirait à bon compte, chargé des marchandises locales, chaque expédition négrière pouvait durer 1 an, 2 ou 3 mois de préparation et de traversée jusqu'au lieu choisi pour la chasse. 3 ou 4 mois pour réunir les esclaves nécessaires puis 2 ou 3 mois pour arriver aux Antilles. Le reste du temps était employé pour le voyage retour en Europe, faire les comptes et repartir. 11 et cela, sans compter les risques des naufrages et des épidémies sur les navires, voire dans les plantations même, qui représentaient une des calamités les plus cauchemardesques que connaissaient les armateurs. Tant dans les baracones que dans les bateaux où ils étaient transportés entassés les uns sur les autres. La gangrène, la variole, la dysenterie, la soif et la faim décimant les esclaves. Des années plus tard, usant du droit d'ingérence humanitaire face à des humains en détresse, sous la surveillance des bateaux des États-Unis, de l'Angleterre et de la France, des milliers d'entre eux allaient servir de nourriture aux requins,
lorsque dans leur fuite, les trafiquants les jetaient par-dessus bord. 12. Il importe de signaler que c'est surtout le boom sucrier cubain de 1793 qui vitalisa le commerce colonial espagnol. Ce qui ne manqua pas d'aiguiser pendant quelques années encore les appétits d'un bon nombre d'armateurs européens d'Angleterre, de France et de Hollande. Dans ce commerce juteux, chacun de ces armateurs s'en sortait pourtant avec des gains substantiels qui permirent par exemple, à l'Angleterre d'atteindre une forte croissance industrielle et commerciale, assortie d'un excédent significatif sur les produits de son exportation. Et c'est de cette sorte que la ville de Birmingham parvint même à bâtir sa fortune, rien qu'avec le commerce de chêne pour esclaves. Pour mieux fixer les idées sur la valeur marchande des produits agricoles de Cuba, dérivant du travail des esclaves au temps de la colonisation, 1830, il suffit de se rapporter au tableau suivant. Source: López Segrera, Cuba. Capitalismo dependiente y subdesarrollo 1510 à 1959, Editorial Diógenes S.A., Mexico, Ira Edición, Febrero de 1973, page 17. Dans le cas cubain sous examen, il est à noter qu'outre la force de travail essentiellement noire recrutée de force en Afrique, certains propriétaires des domaines agricoles ont eu à utiliser à titre d'expérience la main-d'œuvre provenant de Chine, voire celle des Indiens yucatèques. Dopé par le succès financier des plantations de sucre, entre la fin du XVIIIe siècle et le XIXe siècle, la sacharocratie, noblesse sucrière, cubaine bénéficia de la bienveillance quasi aveugle de la couronne espagnole, en ce que celle-ci, dans une complicité tacite, ferma longtemps ses yeux sur le caractère inhumain du système esclavagiste qui sévissait dans ces colonies d'outre-mer. La robe 13 sucrière ayant augmenté sa valeur marchande, l'Espagne ne put que profiter de la donne pour encore mieux recadrer sa politique agricole dans sa colonie caribéenne, son arrière-cour économique stratégique, au point d'en faire une vraie poule aux œufs d'or. À la prospérité agricole de ce temps correspond évidemment une progression démographique exponentielle. Entre 1791 et 1805, l'île compte 91 211 esclaves noirs. Sur les 272 304 habitants de Cuba, 138 700 sont noirs. Vers 1820, c'est-à-dire vers la fin du boom sucrier, on note que sur les 5000 esclaves importés d'Afrique, 75% étaient des hommes. Mais en 1862, on assiste à une augmentation sensible de la population féminine de l'île. Ainsi des nombreux tétons à San Cristobal, dans la zone occidentale, 1692 plantations sur lesquelles étaient concentrés 2742 esclaves, dont 1668 hommes et 1074 femmes. Il s'en dégage ainsi un tiers de plus de femmes que le nombre autorisé par la législation en vigueur. Section 2. La structure fonctionnelle d'une plantation. Loin de toute idée d'émancipation, les liens sociaux, qui sont marqués généralement par une sociabilité instable parmi les habitants d'une plantation se ramènent essentiellement au rapport de production. Ce qui nécessite une organisation structurelle de la plantation sur le modèle d'une petite institution sociale quasi autonome, orientée exclusivement vers des besoins de la production. C'est dans cette optique que chaque plantation mit en place une structure hiérarchique plus rigide et coercitive, fondée sur l'autorité exclusive du patron de la plantation. La figure du maître est celle d'un petit monarque omnipotent. Elle ne diffère guère de petits seigneurs féodaux d'Europe quant à la manière toute simple de gérer la terre et les hommes qui y sont commis. Ce petit Dieu sur terre, après l'Éternel et le roi d'Espagne, est donc le point focal du domaine agricole, à qui tous comme des cadavres doivent dévotion et obéissance dans une position de subordination intangible. On connaît cette manière de s'imposer aux esclaves et d'administrer les domaines agricoles de Cuba grâce aux travaux du professeur cubain Gloria Garcia, 2005, qui nous révèle que le sommet de cette pyramide du pouvoir était formé d'une trinité composée de l'administrateur, lorsque la propriété était suffisamment grande pour le mettre en place, du contremaître, poste clé qui surveillait les opérations de production et l'affectation du personnel, et enfin en dernier lieu, du bouvier qui remplaçait le contremaître en cas de nécessité. Le reste, charpentier, ferronnier, bûcheron, suivaient dans l'ordre hiérarchique et les esclaves devaient pleine et entière obéissance à leurs supérieurs. C'est sur eux que reposait la direction et l'exécution des tâches spécialisées. Pour souligner leur prééminence, ils habitaient généralement dans des logements différenciés,
aussi bien de la maison de maître que des cabanons ou des baraquements des esclaves. La distribution spatiale des foyers traduit exactement la diversité et la différence de statut des membres de la propriété. En marge de leurs occupations habituelles, les habitants de la plantation sont dissociés comme membres de communautés différentes. 14. Une certitude, c'est qu'au sein même des esclaves il a fini par s'instituer une hiérarchisation interne 15 de subordination, à laquelle les esclaves étaient tenus de se plier indépendamment de leur origine tribale, de leur âge et de leur sexe. 16. Pour autant des désaccords et des antagonismes ne manquaient pas d'affecter la sphère des relations inter-esclaves. Quand il s'agissait par exemple d'exprimer des idées de révolte ou de résistance, à la faveur des conciliabules nocturnes, face à l'exacerbation des conditions de vie sur la plantation. Car l'arme de la délation, introduite insidieusement par les maîtres au cœur même de la sphère sociale serve, demeurait un facteur efficace de désunion, qui permettait aux maîtres de diviser pour mieux régner. L'île est donc un lieu de mixité, de proximité et d'antagonismes multiples. D'abord, entre les esclaves eux-mêmes, que de vieilles querelles ethniques opposent parfois jusqu'au affrontement sanglant au point d'altérer l'harmonie, voire les équilibres de force au sein d'une plantation. À cela s'ajoutent des rapports, souvent tendus et conflictuels, entre les contremaîtres et le reste des esclaves. Rapports aggravés par une désaffection chronique, impliquant de la part de ces fameux intendants au fouet facile un comportement despotique. Attitude interprétée souvent par les Noirs comme un signe de divorce entre la fraternité de race et l'éthique serve. C'était d'ailleurs là une des occasions de révolte et d'insoumission, qui débouchait dans bien des cas sur des tensions lancinantes sur le domaine agricole. La peur du nègre connut ainsi son point culminant surtout à partir de 1843. Les moulins sont alors en flammes presque partout. Les picotements libertaires sont dans l'air du temps. Il suffit de relire María del Carmen Barcia Zequiera. Cette année-là, les dotations des moulins Alcancia, la Luisa, la Trinidad, la Nifs, la Aurora, la plantation de café Moscú et le Araranchuelo se sont soulevés. Les forçats qui construisaient le chemin de fer qui allait de Cardenas à Bamba se sont aussi rebellés et enfin les esclaves des moulins Triumvira et Acana se sont aussi révoltés. Toute une vague de rébellion s'est étendue sur la plaine de Colón, quand les esclaves ont envahi les moulins de la Concepción, San Miguel, Lorenzo et San Rafael. En janvier 1844 fut découverte la fameuse conspiration de la Escalera, dont parlerons plus loin. 17. Ensuite, on observait le même type d'antagonisme entre certains maîtres eux-mêmes, qui n'ont jamais partagé une même vision quant aux conditions de gestion de leurs esclaves respectifs. Tel ce cas qui opposa deux planteurs espagnols cubains en 1835. La plantation esclavagiste était bien implantée. Cette année-là 25 700 Africains 18 sont entrés sur l'île. Au mois de mars Antonio Gomez, esclave d'origine Ganga, a fait des démarches pour obtenir que sa femme légitime, Magdalena Criolla, esclave appartenant à la plantation Galafate, avec qui il était marié depuis 13 ans et mère de ses 3 enfants, puisse habiter avec lui. Évidemment les deux maîtres avaient des positions différentes. Celui d'Antonio l'autorisait à rendre visite à sa femme, qui lui avait été donnée par l'Église, mais quand le maître de Magdalena l'apprit, elle fut punie et emprisonnée, sans autre motif que d'avoir tenté de prendre un autre maître. L'esclave s'enfuit, abandonnant ses 3 enfants dont l'un d'eux, qu'elle allaitait, mourut au bout de 3 jours faute de soins. Tout oppose l'attitude des deux maîtres, José Riva propriétaire d'Antonio et José María Echegoyen de Magdalena. Au départ, Antonio avait fait partie de la dotation attribuée à José María Echegoyen, mais en 1833 il avait demandé à changer de maître, ce qui lui avait été accordé, pour avoir révélé de notables vices importants, en particulier l'insubordination, alors que la femme esclave n'avait jamais donné lieu à la moindre réprimande. Voilà une situation assez inhabituelle. Le ménage d'esclaves faisait partie de la même dotation et ils avaient été séparés à la demande d'un des époux. 19. Théoriquement, comme on le voit ici, sous la colonie espagnole la famille, serve, existe certes, mais jusqu'à un certain point seulement. C'est qu'elle demeure une structure sous tutelle officielle du maître de la plantation. Quoique protégée idéalement par la loi, même si parfois elle pouvait être sanctionnée par un acte légal, la famille continue à être considérée toujours par le capital comme une chose payée. Hommes, femmes et enfants qui la constituent ne sont,
à vrai dire que des biens matériels appartenant au patrimoine du domaine, sans plus. Section 3. Les dimensions commerciales et psychologiques. Ainsi organisé, le domaine agricole devient un lieu de peuplement qui reproduit le modèle de fonctionnement de l'État, mais alors à l'échelle fétale. Au début du XIXe siècle, à mieux voir les choses, c'est une agriculture de dimension commerciale qui se met en place. Elle englobe d'importantes surfaces de terres arables dans la périphérie desquelles apparaissent soudain quelques exploitations d'élevage. Un inventaire fiscal réalisé en 1800 a permis de recenser 213 sucreries, dont 40% possèdent un effectif de 90 personnes, parmi lesquelles des esclaves et des employés libres, résidant en permanence sur la plantation. À la lecture des documents fiscaux précités, il se dégage en plus une évaluation de l'ordre de 60% des esclaves, qui prédominent absolument dans la population de ces plantations. Ces esclaves cohabitent en effet, dans des noyaux démographiques supérieurs à cette moyenne, entre 90 et 300 personnes. Si l'on tient compte du chiffre total des sucreries installées, à cette date, dans la région considérée, plus de 400, on peut apprécier l'impact social de cette colonisation forcée. En bien des occasions, la plantation de canne l'emporte sur le village voisin qui ne l'égale ni en nombre d'habitants ni en ressources. 20. Ce degré de concentration des esclaves sur ces lieux de broyage d'âme et de canne à sucre, lieu d'une conflictualité permanente entre contremaîtres et laboureurs en guenilles, est comme une bombarde dont on craint l'explosion d'un moment à l'autre. Le temps n'étant plus à une docilité aveugle, une telle atmosphère est propice à tous les conciliabules subversifs possibles parmi les gens de couleur. Voilà que des dissensions se font jour peu à peu même au sein des employés libres et même parmi les métis, ceux-ci digérant mal d'être assimilés par moments aux esclaves, au point de subir eux aussi des sévices corporels. Situation délétère qui montre la profondeur du fossé qui, à partir de cette précarité, sépare désormais les créoles blancs du reste des populations de couleur de l'île. La conséquence logique d'une telle déconvenue est que des fissures ont commencé à lézarder la complicité qui cimentait il y a peu encore les relations entre les maîtres et leurs contremaîtres. Ces derniers se rangeant de plus en plus du côté des esclaves, et participant maintenant, parfois même comme meneurs, aux différents soulèvements et conspirations qui se fomentent dans les plantations. La vie rebelle s'organise. On conteste avec véhémence l'ordre inique établi par la plantocratie 21. Dans ces moments d'insubordination, où des femmes, elles aussi épuisées par la misère et l'oppression, allient leur témérité à celle de leurs hommes, ce qui se manifeste de façon évidente, c'est le mépris qu'ont les esclaves à l'égard de ces maîtres tyranniques, qui ne leur donnent plus à manger en quantité suffisante, qui les enferment toute la nuit à clé, qui les empêchent de communiquer avec des frères habitant les hameaux voisins, faisant par le fait même de la plantation un vrai système carcéral. Cette situation, devenant intenable, fait que même les besoins biologiques naturels s'avèrent de moins en moins comblés légitimement par les hommes. À en croire l'historien Moreno Fraginal Manuel, pendant longtemps il n'a pas existé à Cuba des familles esclaves légalement constituées 22. Ce qui, ajoutant à la longue et harassante journée de travail, rendait impossible toute relation sexuelle convenable, excepté quelques copulations ponctuelles à la sauvette 23. Du reste, c'est cette privation qui entraîna, dans nombre de cas, des déviations sexuelles qui ont dû se perpétuer longtemps après, au sein de la population masculine de l'île. Ce n'est pas la seule raison qui explique cette forme d'orientation sexuelle. Car l'incidence de la religion sur les créoles afro-cubains, particulièrement ceux d'obédience Lukumi, ne peut être occultée. On sait par exemple que les fils de Yemania, la patronne du culte, sont généralement sodomites, tandis qu'on peut trouver parmi les filles d'Obatala peut-être une explication dans l'hermaphrodisme des deux divinités, qui s'explique par le fait que la première, la Vierge de Regla, apparaît parfois comme une femme douce, mielleuse, extravagante et mondaine, et d'autres fois quand elle arrive par le chemin d'Olokun comme un saint guerrier très fort. Quant à Obatala, bien qu'elle soit une divinité qui fait souffrir ses enfants à cause de son esprit délicat, elle provoque de violents spasmes aux récepteurs lorsqu'elle arrive par le chemin de Osankirian, apparaissant alors comme un personnage viril doté de caractères masculins bien différenciés. La tendance est que les personnes de sexe masculin tombent en extase sous la Yemania femme, qui apparaît avec un grand éclat de rire limpide, se dandinant de façon très féminine. Au contraire,
les filles d'Obatala en extase font retentir le sol de leurs pas virils et dépensent une énergie peu commune chez les femmes. 24. Plus tard, quand le système nuptial fut légalisé, confère. Code Carolino, instruction de 1789, Leyes de Indias, Siete Partida. Il ne pouvait manquer malgré tout des maîtres peu vertueux pour violer sauvagement leurs esclaves femmes, voire les avorter de force. Il se trouve que l'environnement juridique de la vie familiale de l'esclave mis en place par la colonisation espagnole chemin faisant, tel qu'étudié rigoureusement par Maria del Carmen Barcia Zequera, 2005, dans son intéressant article consacré aux familles esclaves dans les plantations, n'a eu, à vrai dire, qu'un impact relatif sur l'amélioration des conditions de vie des esclaves. Dans ce climat de privation totale de liberté, on contrôlait aussi les femmes et les petits-enfants qui faisaient partie du capital du maître. Dans ces conditions on ne peut drastiques. La femme était surveillée dès le début de la grossesse et dès le 5e mois, elle ne travaillait plus dans les champs afin de protéger le futur esclave. En général elle accouchait dans la maison dite des créoles, et y restait le temps de la quarantaine, ensuite elle s'y rendait pour allaiter l'enfant. Pendant cette période elle travaillait à proximité de la maison et terminait 1 heure avant les autres, pour que son lait se rafraîchisse et ne rende pas malade les bébés. Quand l'enfant avait des dents et marchait, la mère reprenait les travaux dans les champs. Mais les enfants ne vivaient pas avec leurs parents avant l'âge de 7 ans. Ils pouvaient alors accomplir des travaux dans les campagnes et avaient appris à obéir. 25. Ils étaient dès lors déclarés enfants des champs, ce qui les rendait aptes à intégrer légitimement le système capitaliste institué par les colons dans une logique on ne peut plus servile, carcérale. Au-delà de la privation de liberté, il y a aussi cette cloche de la plantation qui, sonnant à des heures régulières, rappelle l'ancrage ad vitam aeternam dans la plantation sous un régime de coercition permanente, quand elle ne réveille pas des aspirations autrement plus ambitieuses. Pour soumettre davantage les esclaves, on leur faisait peur en jouant sur le moteur de la manipulation psychologique, de façon à élever leur degré de soumission et d'obéissance. Ce qui, évidemment, ne laissait aucune place à la spontanéité et imposait au contraire un modèle décidé pour lui par les maîtres. 26. Pour peu que l'on y croie, une chose est d'imposer un paradigme, mais une autre est de le voir perdurer dans le temps. Dans ce contexte où le sujet esclave devenu colonisé, voit son corps emprisonné dans ce régime d'exception qui lui colle à la peau, il lui reste à opérer une réflexion stratégique sur son propre destin. C'est en cette situation extrême que le colonisé se découvre des armes miraculeuses, selon l'expression de Césaire, pour soigner ses blessures psychologiques. Lui qui doit commencer, nu, à couvrir la nudité de son ontologie niée. Son humanité qui est déniée devient pour ainsi dire une occurrence de redonner au corps sa vraie dimension médiatrice, salvifique. Face à un tel degré d'oppression, l'esclave se saisit donc de son corps sous le quadruple prisme qu'avait relevé Clémentine Madia Faik Nzuji, dans La puissance du sacré 1993, c'est-à-dire le corps comme à la fois objet physique, objet spatial, objet en mouvement, objet vecteur du verbe 27. C'est là que celui qui est né opprimé, enfermé, terrorisé et déshumanisé, découvre, selon l'intéressante description qu'a faite Daniel Maximin, qu'il a en lui un extraordinaire instrument de libération, son corps. Il s'agit de ce corps facteur de liberté qui a toujours été premier dans toutes les cultures de résistance. Oui, le corps, c'est-à-dire toutes ses parties, la bouche qui permet de proférer un cri et au-delà du cri, un chant, un conte, une poésie, un imaginaire. Elle, la bouche, exprime la liberté de l'artiste et manifeste en même temps son humanité, son désir de liberté et son expression libre, puisqu'il invente son art. À côté de la bouche, il y a le corps en mouvement, c'est-à-dire la danse. Comme la bouche, la danse est déjà expression de liberté de l'être. On voit donc bien comment le cri, le chant, la danse, l'oralité, ces arts premiers de la Caraïbe liés au corps, sont à la disposition de tous ceux qui arrivent, et qui, même solitaires, même enchaînés, ont la possibilité d'exprimer leur part d'humanité qui ne signifie rien d'autre ici que leur liberté. On pourrait dire que la culture de la Caraïbe c'est le passage via le corps, du cri au chant et de la chaîne à la danse. 28. C'est ce même corps qui, entre les mains d'un mayombero, prêtre de la Regla Conga de Cuba, ou d'un babalao, dignitaire de la Regla de Ocha d'inspiration yoruba, se part d'une dimension mystique dans l'insularité archipélagique.
Et c'est là qu'apparaît la présence du sorcier créole. Préparateur psychologique des siens, il est de tous les combats. C'est lui qui, à la faveur de la nuit, administre des potions magiques à ses congénères lorsqu'il s'agit de fomenter des soulèvements de grande envergure nécessitant un siège décisif 29. Son influence, qui va grandissante au sein des communautés afro-cubaines, conforte le rôle des esprits ancestraux dans la quête de liberté des esclaves. Et c'est là également que le cabildo entre en jeu. 5. En psychologie, le concept assignation participe d'un processus haltérogène qu'ont étudié les meilleurs experts en la matière comme Jean Leplanche, pour qui, assignation souligne le primat de l'autre dans le processus. C'est un processus qui n'est pas ponctuel, limité à un seul acte. L'assignation est un ensemble complexe d'actes qui se prolongent dans le langage et dans les comportements significatifs de l'entourage. On pourrait parler d'une assignation continue ou d'une véritable prescription. C'est donc le petit groupe des sochis qui inscrit dans le social, père, mère, ami, frère, cousin, mais ce n'est pas la société qui assigne. J. Leplanche, Le genre, le sexe, le sexual, in sur la théorie de la séduction, libre cahier pour la psychanalyse, Press Editions, Paris 2003, page 81. 6. Confère. R. Alvarez Estevez. Aspect ponctuel du commerce d'esclaves entre la France et Cuba, traduit de l'espagnol par J. Monsieur Lassus, Cahier des Annaux de la Mémoire, numéro 8, 2005, page 18. 7. Terme de l'anthropologie cubaine, qui désigne tout noir fraîchement arraché de sa terre africaine et transplanté comme esclave dans l'île. 8. Confère. Sergio Valdés Bernal, art. Cite, page 101. 9. G. Garcia, L'esclave de plantation, traduit de l'espagnol par Loïc Fravalo, Cahier des Annaux de la Mémoire, numéro 8, 2005, page 119. 10. Confère. Carmen Bernal, art. Cite, page 168. 11. R. Alvarez Estevez, art. Cite, page 18. 12. Idem, page 26. 13. Cette mesure de poids espagnole correspond à 12, Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.